ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les Rouges et Noirs. Rennes a fait perdre le Nord au LOSC samedi soir, victoire 2-0 des Rouges et Noirs et des Lillois qui ont pété les plombs, des supporters aux dirigeants. On va en parler dans l'émission, mais on va se concentrer sur nos Rennais avec cette victoire rarissime à Pierre-Mauroy et cette très belle première partie de saison, les tops et les flops de mi-saison pour nos intervenants. Ils vont donner les joueurs qui leur ont plu, ceux qui leur ont peut-être un petit peu moins plu, avec lesquels ils ont plus d'attentes. Les chiffres marquants aussi du Stade Rennais sur ces 17 premières journées, on va en parler. Un petit mot de mercato si le temps nous le permet. Le lundi, c'est Rosie, la 90e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Salut tout le monde et bienvenue dans le lundi, c'est Rosie. Avant de présenter nos invités du jour, nos condoléances pour la famille et les proches de l'ancien président du SRFC, Bernard Lemoux, qui nous a quittés hier à l'âge de 83 ans. Il avait présidé le Stade Rennais entre 1973 et 1977 à la barre, notamment du Stade Rennais. Vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube pour la signature, peut-être l'un des plus grands transferts, si ce n'est le plus grand transfert de l'histoire du Stade Rennais, de Laurent Pokou. À l'époque, en 1974, on l'appelait le Pelé africain. Laurent Pokou, il faut bien se rendre compte, c'était une immense star du football. Au moment où il arrive au Stade Rennais, c'était un personnage, vous le voyez derrière en arrière-plan. Encore une fois, derrière Pokou, Bernard Lemoux, assez original, qui pouvait participer aux échauffements avec les joueurs en crampons et en survêtements. C'est assez rare pour un président. C'était un président original, controversé aussi, qui avait démissionné en 1977 et laissé le club un petit peu en faillite. Il avait quand même remis la main à la poche 2 années après pour aider le club à sauver son budget. C'était un grand amoureux des Rouges et Noirs. Il a transmis cette passion à ses petits-enfants, à ses enfants. Et on salue évidemment toute sa famille. On a une grande pensée pour ses proches dans ce moment de deuil. Nos invités sont là. Ils ont bravé la neige, le froid pour venir. Vous le voyez peut-être. On n'a qu'un expert aujourd'hui, mais quel expert? C'est Landry Chauvin, l'ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais, ancien coach de Sedan, de Brest, de Nantes. Ancien coach à la DTN aussi. Comment ça va, Landry? Ça va très bien. Le trajet n'a pas été trop compliqué? On a pu arriver jusque-là. On arrive en temps et en heure. Voilà. Je le dis et on le salue. Et c'était Emilien Waffler qui devait vous accompagner. Mais il vient d'un petit peu loin, Emilien. Donc, une grande bise à lui. C'était compliqué de venir parce qu'il neige. Vous allez le voir sur ces images, notamment de la Piverdière sous la neige. Aujourd'hui, le Stade Rennais qui a publié ces jolies images. Voilà, ces terrains enneigés. Petites images de drones publiées par le club. C'est sympa, alors on espère quand même que ça va pouvoir jouer aussi ce week-end, parce qu'il y a notamment les féminines qui vont recevoir Fleury en Coupe de France. Nos supporters avec nous, notre créatif de la bande, le scénariste Mehdi Wahab est là. Salut Mehdi. Salut, enchanté. Comment ça va? Enchanté. Bonne année Mehdi. Très bonne année. Landry, d'ailleurs, je vous bonne année à vous. Bonne année, c'est vrai. Merci. Vos meilleurs vœux les uns les autres. Meilleurs vœux. C'est quoi vos vœux pour le Stade Rennais, tiens Mehdi, pour cette saison? L'Europe, ça suffit ou Ouais, moi je veux être pris le jeudi soir. Le jeudi, pas le mardi ou le mercredi? Non, le jeudi. Vous êtes de cette team jeudi, ils sont Ouais, nombreux. moi j'adore. Jean-Christophe Delacroix, le patron du Béret, le super restaurant le Béret, qui est pas loin d'ailleurs de nos locaux ici, avenue Janvier. Vous êtes boulevard de la Liberté. Boulevard de la Liberté. Voilà, on conseille à tous les gens, si vous nous regardez sur YouTube, si vous êtes Rennais ou même si vous habitez dans la grande région, venez manger. Bien sûr. Chez Jean-Christophe au Béret, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous aussi, vous êtes team jeudi aussi? Moi, je suis team jeudi, moi. Ouais. Ligue des Champions, on crache pas dessus, mais j'avoue que les petits déplacements le jeudi soir avec les copains, c'est sympa quand même. Il manque d'ambition, les deux garçons, Landry, là C'est purement un intérêt personnel, là. C'est pas une question d'ambition. Ah ouais, c'est pour le boulot? Ouais. Landry, team mardi, mercredi, jeudi, vous, pour le Stade Rennais? La plus belle des compétitions, c'est la Ligue des Champions, bien évidemment. Mais oui, bien sûr. D'accord. Mais je sais que Mehdi, vous êtes très sérieux quand vous me dites le jeudi, et vous êtes nombreux les supporters rennais d'ailleurs. Bah ouais, les champions c'est une grosse marche quand même. Moi ça me fait peur. On va en reparler. On va d'abord faire le résumé du match. Cette victoire rennaise 2-0, c'était samedi soir du côté de Pierre-Mauroy. Le résumé avec les commentaires en direct, c'était sur ici Armorique. Le centre de Brassier, la tête de Frankowski et le but! L'ouverture du score rennais, signé Przemysław Frankowski, l'ancien Lensois qui chambre en plus, qui met le doigt derrière l'oreille, qui fait calma au public lillois. C'est peut-être pas très malin dans ces conditions de tension de la part de Przemysław Frankowski, mais le voilà qui ouvre la marque pour Rennes sur un merveilleux centre au deuxième poteau de Lilian Brassier. La petite tête de Przemysław Frankowski, d'où elle vient pour aller tromper Berkehauser, et ça fait 1-0 pour le Stade Rennais, ici au Stade Pierre-Mauroy.
dans les 20 mètres lillois. Moussa Tamari avec Madi Camara à l'angle gauche de la surface. Madi Camara qui se remet face au jeu, qui trouve Mbolo. Mbolo qui fait le tour de son défenseur. Mbolo avec Merlin. Merlin 2-0. Quentin Merlin qui vient faire le break ici au stade Pierre-Mauroy sur une merveille de contre-attaque des Rennais. On a fixé à gauche et on a réussi à trouver au deuxième poteau Quentin Merlin qui a parfaitement ouvert son pied une nouvelle fois depuis la gauche vers la droite pour tromper Berkehauser, et c'est Brel Mbolo qui a parfaitement fixé dans la surface et qui a trouvé Quentin Merlin pour aller inscrire le but du 2-0. Rennes va peut-être à nouveau une deuxième fois depuis 60 ans s'imposer ici au stade Pierre-Mauroy. En tout cas, ça en prend un bon chemin grâce à ce deuxième but signé Quentin Merlin. 2-0 un peu avant l'heure de jeu ici. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Voilà, cette drôle de victoire rennaise marquée. On va en parler évidemment aussi par le carton rouge d'Alexandro à la 14e minute. On vous l'a pas mis dans le résumé parce qu'on vous met juste les buts, mais c'était évidemment un peu un tournant de ce match. Rennes 6e après ce succès. Toujours, Rennes n'a pas gagné de points, mais Rennes qui fait un joli trou aussi avec la 7e place. 6 points d'avance désormais sur Strasbourg et qui revient tout simplement à 2 points de Marseille. On va parler donc de ce rouge, de tout ce qui en a découlé, mais on va commencer par parler de foot. Je pense que ça vous fait plaisir, Landry. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation rennaise? Parce que certes, il y a le rouge, mais avant, on domine, non? J'ai de nouveau bien aimé l'entame de match rennaise, avec une grosse pression sur le but lillois. Après, oui, il y a ce carton, bien évidemment, mais les entames de mi-temps ont été très bonnes. Après, j'ai un petit peu moins aimé la trop grande gestion de fin de match. Je pense qu'avec c'est même plus de la gestion quasiment. Je pense que les Rennais auraient pu avoir un peu plus d'ambition, auraient pu dérouler un petit peu plus parce qu'ils se sont même fait peur. Mais est-ce qu'ils n'ont pas justement, alors on va aller direct sur la fin de match, on va prendre le truc à l'envers, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin de match? Est-ce que vous avez eu peur à 2-0, les Rennais qui menaient, qui étaient à 11 contre 10, qui ont bien joué avec le feu? Comment vous l'avez vécu, Mehdi, et surtout avec les scénarios qu'on a pu connaître? C'est ça en fait, c'est que j'avais un peu un stress post-traumatique d'autres matchs qui me revenaient en tête. Et je trouve qu'on s'est fait peur. Les défenseurs n'arrêtaient pas de lever les bras, de gueuler sur les autres pour leur dire de se bouger. Et surtout, on ratait des passes et des contrôles, mais très simples. Dans les 10-15 dernières minutes, on ratait énormément de passes simples vers l'avant. Ça m'a angoissé, mais surtout ça m'a déçu en termes d'ambition. Je pense qu'on pouvait aller chercher le 3e, continuer à leur taper sur la tête. Et en fait, on leur a un peu redonné confiance, quoi. JC, comment vous l'avez vécu? Ouais, et clairement, ce match-là, tu le joues en début de saison, là, quand à chaque fois on se faisait remonter les 2 buts. Là, clairement, c'était sûr, il n'y avait pas de débat, on se faisait remonter. Je pense que mentalement, par contre, ils ont été bons. Parce qu'autant techniquement, c'est vrai qu'on leur a donné des ballons à la fin un peu gratos, mais mentalement, je pense qu'on n'a pas lâché. Et puis, tu les sentais pas trop dans leur gestion, dans leur communication et tout, pas trop en danger. Sur le terrain, c'était plus particulier, mais dans la tête, je pense que c'était bon. Oui, mais ils ont progressé dans leur confiance aussi. Je pense qu'il y a de ça. La série fait que peut-être là, on craque pas, là où quand on n'était pas encore aussi confiant qu'on l'est aujourd'hui, Landry, on craquait sur ces fins de match. Ouais, mais moi je reviens sur la première mi-temps. Faut pas oublier que Brice Samba sauve l'équipe à la 39e. Il sauve ce face-à-face là. Et pour moi, c'est le premier tournant du match. Et puis après, il y a à mon avis la très mauvaise gestion de la mi-temps lilloise, qui a forcément rejailli sur les joueurs parce que les deux buts rennais sont marqués dans les 10 minutes quasiment qui suivent la mi-temps. Je pense qu'ils se sont Olivier Létang et Bruno Genesio, ils ont dû se focaliser dans le vestiaire. Moi, ça m'est arrivé une fois par expérience, là où tu commences à parler de n'importe... Et tu te focalises pas sur ce que doit être ta deuxième mi-temps, le contenu de ta deuxième mi-temps. Et je pense que ça a vraiment eu un impact sur les joueurs lillois, et tant mieux pour les Rennais. Oui, tant mieux. Alors, vu qu'on part sur cet incident, on va commencer par prendre les choses dans l'ordre, puisque c'est le rouge d'Alexandro qui a fait un petit peu péter les plombs aux Lillois. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce rouge, de cette situation? Est-ce que pour vous, il est logique? Est-ce que vous pouvez comprendre l'agacement lillois? J'y sais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est dur parce qu'en effet, il est un peu excentré. Mais n'empêche qu'il met le pied sur la malléole. En plus, dans sa chute, il le retouche derrière. Donc clairement, il le bouscule, il le fait tomber. Mbolo, on ne rajoute même pas pour le coup. Mais c'est dur. On aurait été à la place des Lillois. On aurait été peut-être un peu deg. Mais quand tu regardes en fait, tout ce qui se passe depuis le début de saison en Ligue 1, mais en fait, logique. Je vois pas où ils ont crié au scandale
Si tu cries au scandale pour ça, clairement, le jour où vraiment il y a un scandale, ils font quoi? Ils pètent la gueule à l'arbitre. C'est un peu. Alors, là, on dévoile un peu le débat qui sera celui de la fin des missions, gardez-en. Mais juste sur le rouge, Mehdi, logique, pas logique. Extrêmement logique. Il n'y a rien à dire. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait de débat. D'ailleurs, l'arbitre s'est expliqué après le match. Non seulement il est logique. Ce que je pense qui a pu beaucoup énerver aussi les Lillois, c'est que la situation qu'amène le rouge, c'est une double perte de balles. Dans mon souvenir, dans les 30 derniers mètres, ils perdent 2 fois le ballon d'affilée, les Lillois. Et je pense qu'ils étaient tendus. Je pense que Genesio était stressé par la situation. Vous voyez bien que ça allait dégénérer. À mon avis, voilà, c'est une accumulation de choses. Mais le rouge en lui-même, il est plus que logique. Votre regard de technicien, Landry, vous auriez été un entraîneur avec un joueur qui reçoit ce rouge-là. Comment vous le vivez? Sans revoir les ralentis. En direct, moi je dis rouge. Mais moi, je le trouve très sévère. Ah oui, vous le trouvez sévère en direct? Très sévère en direct de par la position d'Embolo par rapport au but. Parce que quand bien même il reste sur ses appuis, il est quand même dans un angle fermé et le gardien a à mon avis, toutes les armes pour... c'est extrêmement compliqué de marquer sur cet angle-là. Donc, à chaud comme ça, je le trouve sévère. Après, avec tous les ralentis aujourd'hui, moi, ce qui m'agace un tout petit peu avec la VAR aujourd'hui, c'est que la première image qu'on montre à l'arbitre, c'est une image arrêtée. Et en fonction de l'image que l'on montre, forcément, le point d'impact, il n'est pas le même. Alors, maintenant, si on... par rapport à la loi du jeu, la 12 notamment, là, celle-ci, oui, le rouge, il est logique. Nette d'une occasion. Mais je pense que ça se retourne. La colère peut être aussi côté rennaise. Même si on en reparlera, elle est peut-être montée... un peu loin, cette colère lilloise. Est-ce que c'est la victoire aussi, parce que vous l'évoquiez, Landry, du fait que les Lillois, cette mi-temps un peu folle, les fait un peu sortir de leur match? Est-ce que c'est pas la victoire, à l'inverse, côté rennais, du contrôle émotionnel, là où les Rennais ont su rester stables? JC, est-ce que vous l'avez ressenti? C'est dans la tête, je pense qu'ils ont été bons. Parce que clairement, ils sont restés focus sur le truc. Ils ont laissé un peu se faire. Même dans les vestiaires, on voit bien notre président et notre directeur sportif, ils étaient là. Ils sont descendus aussi. Ils étaient là. Pour dire nous aussi on est là. Mais toi, ils sont restés calmes et tout. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Alors d'ailleurs, j'ai revu la séquence juste avant l'émission parce que je l'ai vu plein de fois. Il y a quelque chose qui m'avait échappé. Samba dit à Loïc Désiré en passant, parce que l'étang est déjà en train de faire son numéro et tout. Et Samba dit à Loïc Désiré, et vous aussi, il faut parler. Genre. Faut aussi rentrer sur le ring, quoi. Bon, est-ce qu'il a raison? Finalement, Rennes a gagné, on saura jamais. Et puis, Loïc Désiré s'est un peu énervé. Il y a eu des insultes aussi qui sont parties, semble-t-il, du côté d'Olivier Létang. Avec Létang, Mais voilà, il y a eu du contrôle émotionnel, vous le sentez comme ça, Mehdi? Ouais, et puis pour revenir sur l'entame de match, par rapport à une entame comme celle de Brest, par exemple, où on est hyper fébrile, etc., là, je pense que même dans la tête, même techniquement, au-delà de l'extra-sportif, du bord du terrain, l'entame de match, mentalement, on y était, en fait. On l'attaque bien, ce match. Il ne faut pas oublier que l'entame, elle est à 11 contre 11. Ah oui, bien sûr, et Rennes domine. Je trouve que Abibay avait très bien préparé avec son staff la manière dont il voulait contrarier cette équipe lilloise. Avec ces deux Absolument, ces deux joueurs pour fixer les défenseurs. Il y avait quelque part, il y avait un point de fixation de chaque côté pour un triangle qu'il avait décidé de mettre de chaque côté pour apporter surnombre sur les côtés. C'était quelque part, on fixe dans l'axe pour mieux déborder côté avec ce triangle. Avec un Meunier qu'on sait qui peut parfois être haut, Altameri qui peut profiter de donc, quand on regarde les images, on a une défense lilloise à 4 là, qui est très très rapprochée. Ils sont même, quand on sait que la surface de réparation c'est 40 mètres, ils étaient même sur 35 mètres, tellement l'axe était fixé par Mbolo et Meïté. Et puisque j'ai eu accès au plan d'Abibay, mais je le remercie puisqu'on a pu en discuter très sympathiquement avec lui, ce qu'on appelle un off, mais voilà, c'est un off tactique, il n'y a rien de plus que ça dans cette discussion, mais c'était très intéressant. C'est ce qu'il nous a dit. Et dans son plan, alors qu'en conf, il nous avait dit c'est une équipe qui va nous priver de ballon potentiellement, il nous a dit justement, le plan c'était de pas leur laisser le ballon et d'aller le chercher, d'avoir cette envie de le prendre. Et c'est ce qu'on voit dans le premier quart d'heure. On voit une équipe qui est rennaise, qui est protagoniste. Non, on le sent c'est ça. Et donc, nous, on avait la confiance. Eux étaient frustrés. Donc, le carton rouge et un peu le pétage de plomb est venu appuyer là-dessus. Mais je pense qu'on était dans de bonnes dispositions aussi pour garder le contrôle. Et bien justement, mentalement, sur le carton rouge, on va écouter Abibay parce qu'il nous en a parlé après le match. Bon, il a taclé un petit peu Olivier Létang aussi. Mais on lui a demandé, ce fait de match, qu'est-ce qu'il a généré chez vous? On sait que c'est pas toujours simple finalement de se retrouver en supériorité numérique. Rennes l'a pris à ses dépens face à Lens cette saison, avec un match qui avait quand même été très très compliqué pour les Rennais. Et écoutez un petit peu ce que nous dit Abibay, comment les Rennais ont vécu cette exclusion d'Alexandro. Je pense qu'on est resté calme dans un contexte qui était un petit peu électrique, puisque les dirigeants lillois
Et de temps en temps, et un peu à son habitude, le président a tenté de créer un contexte. Ça ne devrait plus jamais arriver aujourd'hui en football. Je le dis ici à Lille, mais si demain c'était les dirigeants du Stade Rennais, je dirais la même chose. C'est qu'il faut comprendre qu'il faut aider aujourd'hui les acteurs du jeu, qu'ils soient footballeurs ou en tout cas arbitres, et que ce type de pression qu'on peut avoir à la mi-temps en fait déstabilise tout un contexte. Donc nous on est resté calme, serein dans ce qu'on avait à faire et on l'a très bien fait et cette victoire est amplement méritée. Voilà, cette victoire est amplement méritée. On est resté calme, serein. Mehdi, juste, c'est un cadreur que vous n'embaucherez pas sur vos tournages, j'imagine. C'est littéralement le premier commentaire que je me suis fait. J'ai dit, il y a quelqu'un qui chatouille. Il faut savoir que je suis à une main avec une cage parce qu'en plus on a un micro à tenir. Bref. Mais, bravo. Non, il n'y a vraiment pas à me féliciter, c'est catastrophique. Voilà, donc on est d'accord. Landry, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il a la bonne attitude aussi à Big Bay dans cette conf d'après-match et il a la bonne analyse sur le fait de. Mais il est très bon dans la maîtrise émotionnelle à Big Bay depuis le début. C'est une de ses grandes qualités. Bien sûr, c'est ce qui lui a permis de passer cette tempête qui était dirigée contre lui à un moment donné. Donc, et il transfère ça, il véhicule ce contrôle un peu. Ce calme, tout est paisible et ça c'est hyper important. Absolument. Ouais, il va quand même dire au quatrième arbitre, juste en début de deuxième, le contexte, machin, vous ne laissez pas prendre par le contexte, les dirigeants de Lille essayent de vous mettre dans un tas. Je pense qu'il a été assez bon là-dessus parce qu'il faut quand même le dire pour essayer de compenser un peu la pression lilloise derrière. Quoi. Bah, c'est ça, parce que tu peux avoir peur qu'il y ait compensation ou quoi que ce soit dans ce genre de cas-là. On va parler un petit peu encore du jeu. Merlin relayeur. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, Quentin Merlin qui a été buteur notamment, qui a marqué le but du 2-0 ? On va parler aussi peut-être des répercussions que ça a sur Djaou Cissé, enfin des répercussions, en tout cas c'est un choix aux dépens de Djaou Cissé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, le tacticien, Landry, de ce choix de placer Quentin Merlin dans cette position de relayeur gauche? C'est vrai qu'avant le match, ça semble un petit peu surprenant. Maintenant, quand on voit le match et le plan du match, c'était tout à fait judicieux parce qu'il y avait ce triangle-là avec ce pied gauche qui n'existait pas au départ, depuis un petit moment au milieu, qui équilibre bien l'ensemble et qui a aussi libéré Camara de l'autre côté. Et puis Rongier est resté, lui, le métronome de ce milieu-là. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vous, les gars, JC? Ouais, original, je m'y attendais pas. La proposition, vous avez été surpris en voyant le 11 un peu. Comme dit Landry, les deux attaquants de pointe devant, je pense que les Lillois ne s'attendaient pas non plus à voir les deux là. Je pense qu'on a quand même un des meilleurs buteurs et on ne le fait pas jouer, donc un peu culotté. Mais c'est vrai que c'était ce qu'il fallait faire. Et Merlin sur le côté, c'est pas son poste de prédiction, ça se sent quand même. Il est formé, alors effectivement il ne joue plus beaucoup en pro, mais il est formé à ce poste de milieu axial. Voilà. Bon, il avait peut-être encore un peu de reste. Assez peu, mais voilà, il m'a un peu frustré sur sa reprise de volée loupée. Il reçoit un beau caviar quand même. C'était en première mi-temps là. Mais c'est la passe en retrait là. Il se couche pas dessus, elle vole. C'est Camara qui lui met. Et il était placé à ce poste-là, quoi. Mais bon, sinon oui, là le match étant passé, maintenant on peut dire que c'était une bonne. C'était une bonne idée. Vous en avez pensé quoi, Mehdi, de pareil, je me suis dit, on bétonne un peu. Voilà, on joue à Lille, on sait qu'on va prendre des vagues. Enfin, c'est ce qu'on se disait avant le coup. En tout cas, c'est ce que je me disais. Finalement. Donc voilà, je me suis dit, on sécurise un peu le couloir, notamment pour peut-être libérer Frankowski ou en fonction des alternances Altamari. Et non, moi, j'ai pas été déçu par sa prestation, en tout cas. Avec mon regard de non-tacticien, je trouve que ça marche. Vos regards sont là pour être entendus aussi, et c'est pour ça qu'on vous invite et qu'on confronte les regards de supporters et de tacticiens justement chaque semaine. On va écouter Quentin Merlin parce qu'il avait marqué, souvenez-vous aussi, contre les Sables. Et comme vous, Jean-Christophe, il vient d'être papa. Voilà, donc je vous félicite ici en direct. Il nous raconte ça, c'était un petit moment sympa avec Quentin Merlin qui nous parle de ses deux buts récents depuis sa nouvelle paternité. J'ai eu ma fille le 18 décembre. Donc après l'accouchement, j'ai marqué 2 buts en 2 matchs, donc on verra comment ça continue. Mais en tout cas, je suis très content et ces 2 buts sont pour ma femme et ma fille. Les nuits sont pas trop dures? Comment? Les nuits sont pas trop dures? Non, pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Ma fille est plutôt parfaite pour le moment. Mais sinon, non, elle est très très bien. On n'a pas à se plaindre avec ma femme. Qu'est-ce qu'il est curieux, ce Clément Gavard de SoFoot, hein. Les nuits sont pas trop dures. Landry, je pose la question très sérieusement. Ça change un joueur, la paternité? Ça peut changer un joueur? Oui, ça équilibre. Lui, il a mis un peu plus de temps, mais je vois Mathis Sablin est devenu papa. Yann Djebo était papa très tôt. J'ai plein d'exemples comme ça. Et ça les stabilise. Vous voyez les joueurs changer, ouais. Tu as une responsabilité derrière. Tu peux plus faire n'importe quoi. J'y sais, vous faites plus n'importe quoi. Peut-être. Ouais. Tu sors un petit peu moins. Ça, je sais pas, mais je suis pas encore papa.
J'attendrai du coup. Moi, ça n'a pas changé pour ma carrière, j'avais déjà arrêté avant. Ah, c'est beau, c'est beau. Vous aviez prévu, vous aviez tout prévu. Merlin, on en a parlé. On va parler un petit peu de l'opération comptable quand même, parce que, allez, franchement, les mots que j'ai utilisés quand je vous ai envoyé le menu à ceux qui l'ont reçu. Exceptionnel, non, cette opération comptable pour le Stade Rennais à mi-saison, Landry, qui aurait pu imaginer il y a 2 mois que le Stade Rennais serait à 2 points aujourd'hui de la 3e place. J'ai même vu, je crois que c'est une stat de Rouge Mémoire, que Habib Beye a le plus haut taux de points par match. de points par match. Alors certes, c'est pas le nombre de points de Bruno, c'est Voilà. pas le nombre de matchs de Bruno Et Genesio. souvent, sur la fin d'un mandat, ça va à la baisse, c'est assez logique, donc on verra aussi comment ça se passera. Mais voilà, ça résume tout. Ouais, vous l'auriez imaginé, vous, là, il y a 2 mois, les gars? On vous aurait dit... Non, certainement pas, non. Ouais. Non, et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le discours du coach, il dit si on continue comme ça, je crois qu'il a pris 17 sur 21 sur les points disponibles, là, sur les 21 derniers. C'est 18 sur 21. 18, voilà. Ouais. Il dit si on continue comme ça, il voit pas ça comme un accident statistique, quoi. Il se projette dans. Il continue à tracer la courbe, quoi. On va y aller, quoi. Donc c'est bien. Il voit pas ça comme un accident de parcours, quoi. Il voit ça comme le résultat du travail et tout. Donc en tant que supporter, ça encourage, quoi. Bon, je vous ai un petit peu lancé là-dessus au début, mais on est en position favorable pour l'Europe ou faut quand même encore un petit peu se calmer. On est qu'à mi-chemin. Il y a déjà un petit gap, 6 points sur la 7e place, qui plus est peut devenir européenne, même si moi j'aime pas trop l'estimer comme ça. Il n'y a qu'un top 6 européen en l'état avant qu'on sache le vainqueur de la Coupe de France. Mais bon, ça s'annonce bien pour retrouver l'Europe, non? Ah ouais, carrément. Non, c'est bien. Surtout on est dans le bon peloton, quoi. On a 6 points de plus que Strasbourg qui est derrière nous. Strasbourg a fini un peu son euphorie de début de saison là. Et puis là, ils vont changer de coach. On va voir. Après, ça se trouve, ça va. Ils s'y voyaient en Europe aussi, je pense, en début de saison. Et là, je pense qu'ils revoient un peu leur. Ils y sont. Oui, ils sont c'est cette la saison. Ils sont 7e. premiers de conférence. En fait. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis ils peuvent encore y être si la 7e. Voilà. Mais bon, bref. Mais Rennes, c'est l'effet inverse. Au début, on s'est dit cette année, ça va être le maintien, quoi. Et puis en fait, on y croit. Et puis là, maintenant, oui, clairement. Mais je crois qu'il l'a dit, Beye, on sera déçus si on n'y est pas. Donc ouais, là, faut y aller. 3 défaites après 17 journées aussi. Ça, c'est un chiffre quand même qui parle. Une seule fois dans son histoire en première division, Rennes a fait mieux. C'était lors de la saison 2008-2009 qui s'était un peu terminée en eau de boudin, on s'en souvient, entre la Coupe de France et le championnat. Il y a eu 3 autres précédents à 3 défaites après 17 journées, mais ça veut dire quand même que c'est une rareté, même en nombre de points, on est dans les meilleures saisons statistiques de l'histoire. Encore une fois, on l'aurait pas forcément imaginé. Il s'est passé quelque chose là, Landry. Ouais, après, moi j'ai hâte de voir les matchs suivants parce que il faut confirmer. Là, il y aura la réception du Havre et de Lorient. Oui, c'est moins clinquant entre guillemets, et on sait que quand on est joueur, il peut y avoir une petite décompression. Donc ces 2 matchs-là, pour moi, vont déterminer la fin de saison du Stade Rennais. Eh ben Landry, vous parlez du fait que ce soit clinquant. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a passé notre temps à répéter, mais JC, vous êtes venu dans l'émission, Landry, vous n'étiez pas là, mais que Rennes était mauvais contre les gros, quoi. Enfin, c'était un petit peu le constat qu'on faisait en permanence. Cette saison, je suis allé faire le classement, j'ai pris un petit peu de temps hier pour le faire, des confrontations directes entre les 9 premiers du championnat. Donc la première partie, Rennes est premier. Ah ouais. Rennes est premier de les confrontations directes entre les 9 premiers de Ligue 1. Il y a que 17 Paris points en 8 matchs, même pas. 17 points en 8 matchs pour Rennes. Deuxième Lens avec 16 points. Troisième Lyon avec 15. Paris n'est que 4e avec 14 points dans ce mini-championnat. Ça veut dire quelque chose aussi, ça, Landry. Alors, Rennes a un peu plus reçu quand même, je pense, que la moyenne aussi. Mais ça parle, c'est-à-dire que Rennes peut regarder dans les yeux les autres candidats à l'Europe. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est les 2 matchs à venir qui seront. J'ai vu un paquet de matchs comme d'habitude ce week-end, et quand je vois il y a des bonnes équipes en dessous. La prestation des Nantais, par exemple, à Marseille, la victoire est complètement logique. Ils ont été super bien organisés. Et puis aujourd'hui, quand tu vois le Havre qui avec une équipe de jeunes, de débutants là, qui sort 3 points. Ils ont un bon centre de formation aussi. Je me dis méfiance. Voilà. Et surtout, Metz à Lorient hier, Metz a plutôt livré un vrai bon match. Surtout que pour aller dans votre sens, je vais vous donner la stat face au reste de la Ligue 1, du coup pour le Stade Rennais. Je vous ai dit, il y a 17 points en 8 matchs sur les matchs face aux 9 premiers. Il y a eu 9 matchs face aux autres, 13 points seulement. Donc ça veut dire que Rennes est plus en difficulté face au bas de tableau finalement que face au gros. Vous en pensez quoi de cette stat? Vous êtes étonné parce que c'est vrai que c'est pas l'histoire du Stade Rennais. Pareil pour le fait de gagner à Lille, c'est très rare. C'est vrai. Après, je me dis aussi que contre ces gros-là, dans mes souvenirs, il y a aussi des faits de jeu, des cartons, il y a eu beaucoup de matchs. Par exemple, Marseille, c'est un carton rouge contre nous. Mais c'est contre nous le carton rouge contre Marseille. Mais c'est presque un match exceptionnel entre guillemets, quoi. Là, ce que je me raconte plus, c'est on a atteint notre rythme de croisière. Donc normalement, les fameux 9
on doit les taper, j'ai envie de dire. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on se déplace beaucoup chez les 9 du haut, quoi. C'est plus ça, moi, qui me stresse par rapport à l'Europe ou à la place qu'on pourrait avoir par rapport à cette Europe, c'est de se dire, il va falloir être très fort régulièrement chez les gros à l'extérieur. Et c'est là qu'on va voir si on est une vraie équipe européenne, quoi. L'auteur de série, le spin doctor que vous êtes, Mehdi, ouais, elles finissent comment les séries qui démarrent comme ça, un petit peu c'est compliqué au début, puis au final, on a quelque chose de bien. Là, normalement, ça va mal finir. Normalement, ça va mal finir. Si là, ça se passe bien, non, ça va être très mal à la 31e, ça va être mal. Aïe. Sur la fin, ça va. Et la dernière journée, ça va y avoir le petit exactement, qui va bien. Vous êtes confiant pour la suite aussi, JC, avec ce qu'on vient de donner, ces quelques stats sur le Confiant, non, mais j'y crois fort quand même, ouais. Ouais, je trouve que c'est Rennes, c'est toujours dans la tête. Les débuts de saison, là, on se faisait remonter, on gagnait 2-0, on se faisait remonter. Je pense que c'était vraiment dans la tête. Là, je pense qu'on l'a pu, ce problème mental. Et si on le retrouve pas, je pense que oui, on va finir à la place où on est, voire mieux. Mehdi ? Moi, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est quand je repense à l'équipe, je pense à Bourigeaud, à cette 21, équipe-là. 22, voilà. 23, quoi, grosso modo. On se disait, eux, on sent qu'ils veulent aller en tant que groupe en Europe et qu'ils vont jouer l'Europe ensemble. Le seul truc que je me disais ce week-end, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup de nos petits genoux qu'on annonce partant. Il y a pratiquement 4. Bibé a tenu un discours, même si, voilà, parce que c'est pas un discours, on va dire, plus de négociation financière que de vraie volonté de conserver Jacquet. Sur Jacquet notamment, en disant voilà, Rennes a des ambitions élevées. Si on a Moi, c'est ça. ambitions, C'est de me dire, ok, on a des joueurs, on a certains joueurs qui sont déjà annoncés partant, que ce soit chez les joueurs installés ou les jeunes. On a des joueurs prêtés, on a des joueurs qu'on a relancés. Enfin, est-ce qu'on a un groupe qui a envie d'aller ensemble faire l'Europe ? Moi, je crois que oui. Moi, je pense que oui aussi. Mais il y a cette petite Vous avez encore besoin de confirmation ouais, et de sentir qu'ils ont envie de la jouer tous ensemble l'année prochaine. Vous le sentez comment ça, Landry ? Vous avez l'impression que ce groupe... Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ce groupe vit honnêtement assez bien, qu'il y a des mecs assez câblés, qui sont assez matures, exigeants. J'ai trouvé Abibay très bon dans sa conf d'avant-match parce que à chaque fois à Rennes, ça a été l'entraîneur a été prolongé avant la fin de la saison et il y a toujours eu une espèce de décompression. Là, il a été très bon parce qu'il a dit sur son contrat, je serai là uniquement si on est en Europe. Donc quelque part, c'est un objectif commun et il est très fort. Il est malin, mais il l'a formulé d'une autre manière et justement, c'est pour ça qu'elle peut être doublement interprétée cette phrase. Il dit si on est en Europe, ça continue. Si on est en Europe, ça s'arrête. Si on n'est pas en Europe, ça s'arrêtera. Mais ce contrat s'arrêtera. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réasseoir autour de la table et négocier un autre contrat. Mais effectivement, factuellement, ce contrat a 1 + 1 avec une option. Il a dit qu'après le 26 mai. Donc, exactement. Voilà, je suis d'accord. Il a totalement raison. C'est la meilleure communication sur ce genre de choses. Je ne devrais pas dire ça parce que j'ai été aussi, j'espère que je le serai encore, mais un CDD dans n'importe quelle entreprise, on commence à le revoir uniquement quand on arrive presque au terme. Donc je vois pas pourquoi dans le football on n'irait pas jusqu'au bout aussi. Bah écoutez, de toute façon, on espère qu'il repartira pendant de plus. Ça voudra dire que le Stade Rennais était européen. On parle. On n'est que 3, mais franchement, on a beaucoup débattu depuis tout à l'heure. Et on est déjà quasiment à la moitié de l'émission. On va parler des joueurs tout de suite, les tops et les flops à la mi-saison pour le Stade Rennais. Les tops et les flops du lundi. Oui, on va pas faire les tops et les flops du match. Je dis juste comme ça, si vous pouvez le dire rapidement, le joueur que vous avez aimé, on va pas faire les flops, mais Sédou, je pense. Enfin, je sais pas, moi j'ai aimé Sédou par exemple. Sur le match, Sédou. Landry, il y a un joueur que vous avez particulièrement apprécié sur la rencontre. Non, vous faites pas les tops et les flops. C'est ça, toujours. Enfin, c'est pas pour toi, vous m'avez envoyé des tops là cette fois quand même. Non, mais c'était pas des joueurs. C'est vrai. On va découvrir ça dans un instant. Vos tops à mi-saison, messieurs. Votre top, c'est un joueur, Mehdi. Mon top, c'est Samba. C'est Brice Samba pour vous, JC. Ouais, je m'étais dit Samba aussi. Samba aussi et Bay quand même. Et ben voilà, si Landry, tu prends les coachs quand même, ouais. Je prends les coachs parce que Landry, c'est ce que vous m'avez dit. Moi, j'en ai cité 2 parce que je voulais pas qu'on oublie avant l'immense travail qu'avait fait Loïc Désiré pendant le mercato où il a vraiment fait un grand ménage entre guillemets entre le ménage et le recrutement pour que Abibay puisse disposer d'un effectif beaucoup plus équilibré que la saison passée. Donc il faut pas l'oublier lui. Et puis ensuite il y a Abibay parce qu'il a tenu la barre même quand la tempête était présente et aujourd'hui il en récolte les fruits, bravo à lui. Il a redressé cette équipe, même si elle n'était pas non plus au fond et que c'était peut-être plus nos analyses qui étaient plus noires qu'elles ne méritaient de l'être. Il faut aussi faire son mea culpa parfois. Alors, parlez-moi de Brice Samba. Pourquoi vous m'avez choisi Brice Samba, Mehdi ?
Parce que je pense que quand on était très très mal, il nous a sorti des matchs et des face-à-face extrêmement décisifs sur la première partie de saison. Il a encore refait, vous l'avez dit, à la 39e. Bien sûr, à contre Lille. 0-0 sur Et il Fernandez. a encore fait. Et je pense que quand on verra le match de la saison, il y a quand même énormément de moments clés où sans Samba, je pense qu'on serait pas du tout au même endroit. Et je pense que Bay serait même peut-être d'ailleurs plus notre coach. Et voilà. Et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir un gardien qui a cette maturité, ce talent et cette maturité au Stade Rennais, quoi. Cette stabilité émotionnelle, lui aussi, sans doute. D'ailleurs, on en parlait pour Bay, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de. Il dégage du calme quand même, Brice Samba. Vous avez choisi Brice Samba également, je sais. Pour les mêmes raisons. Il inspire confiance, il est calme et décisif. Hyper décisif encore ce week-end. Comme tu dis, le nombre de moments décisifs où c'est lui qui a la clé. Non, bravo. Ont été cités également parce que Emilien Waflard n'est pas là, mais il m'avait envoyé quand même ses tops. Rongier, Le Paul, Jacquet. Moi, j'ai choisi Jacquet d'ailleurs. Voilà, parce que je pense que ce joueur est dans la catégorie quasiment Kamavinga, Doué, Dembélé. Si on doit hiérarchiser les joueurs formés au club, Landry, vous n'aimez peut-être pas ça parce que vous en avez vu passer plein. Il y a toutes sortes de joueurs. Non, mais je le connais bien. On l'avait, bien sûr, à l'époque, j'étais directeur de l'académie avec la génération 2005. Quand elle est arrivée. Quand il signe son ANS et son contrat ASPI. Donc, non, il ne me surprend pas. Ouais. Mais vous êtes fiers de voir ces gamins-là, j'imagine, quand on a participé un petit peu aussi à leur recrutement. On les accompagne à un moment donné. Donc, mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui est dans un centre de formation ait une seule envie, c'est de débuter avec son équipe et pas de vouloir déjà partir ailleurs. Donc, je trouve que la trajectoire de Jérémy Jacquet, elle est très bonne jusqu'à présent. Ouais, et là-dessus, il pourrait avoir eu l'occasion, vu son talent, vu le nom des clubs qui sont cités pour... Il a accepté d'être prêté en Ligue 2 pour aller chercher du temps de jeu, de l'expérience. Il ne faut pas l'oublier, tout ça, c'est important. Ouais, non, c'est un super joueur. Et moi, voilà, je cite Jérémy Jacquet parce que j'ai eu un moment dans la saison, il y a eu un moment où il y a eu une forme d'arrogance dans son jeu. En fait, il est tellement fort que je pense qu'il se sent pas obligé parfois de se mettre à 100%, mais il l'a réglé depuis plusieurs semaines maintenant. Là, si tu veux vraiment être exigeant, il y a 2 fois où il laisse Giroud prendre le ballon, se retourner et recule trop vite. Il a encore des axes d'amélioration, c'est ça qui est formidable avec lui. Imaginez ce qu'il va devenir. Il aura réglé tout ça. Jérémy Jacquet. On va passer au flop maintenant de la mi-saison. Vous m'avez cité, Mehdi. C'est pas vraiment un flop. Oui, alors attention, je vais dire, allez, un joueur dont on attend plus. Voilà, c'est un joueur dont on attend plus. C'est un joueur que j'attendais comme un pilier cette saison, c'est Rouault. Ok, j'ai le même, Anthony Rouault. JC. Ouais, je t'avais dit Bay aussi en flop et top en même temps. Flop, ouais. Parce qu'en début de saison, franchement, on voyait vraiment pas où il voulait aller. Sa tactique, je voyais pas. Et en effet, maintenant, il nous prouve le contraire. Donc, il a su réagir. Je sais pas si lui, il s'est remis en question, mais en tout cas, pour moi, il a été flop en début et top après. Lui, il dit qu'il n'a jamais rien changé. Franchement, des échos que j'ai, je crois pas qu'il ait changé grand-chose dans la méthodologie, dans la tactique. Avec lui en début de saison aussi, quand même. Ouais, mais comme quand il y a des joueurs qui jouent pas, ça va mal. Il a un peu. Alors moi, ce que je lui reprocherais, c'est plutôt d'avoir fait des 11 un peu au statut au début. Je pense que fondamentalement, son 11 qu'il imaginait est un peu celui qui tourne aujourd'hui et qu'il s'est pas senti assez en confiance pour ne pas faire démarrer des Blas, des Fofana. Et que finalement, quand il a fait ses propres choix, ça a passé. Et tant qu'à faire, il aurait dû peut-être le faire un peu plus tôt. Mais je pense sur la méthodologie et tout, il a pas changé, pas de flop, hein, Landry. Il n'y a rien qui vous âge pas déçu, même pas forcément un joueur, un homme dans la saison du Stade Rennais, des choses où vous dites il y a des axes d'amélioration, des choses. On attend plus de certains, bien évidemment. On attend plus d'un Seko Fofana que vous n'avez pas cité, par exemple. Voilà, j'espère que la CAN va lui redonner un nouvel élan parce que le Stade Rennais en aura besoin pour finir la saison. Ouais, effectivement. Puis sur ce poste où il n'y a pas encore de joueurs qui se dégagent absolument. Hein. Le milieu relayeur gauche, on l'a dit, on a parlé de Jaoui Cissé qui est un petit peu en difficulté, dont le staff attend beaucoup plus en termes d'intensité, notamment sur le jeu sans ballon, voilà, pour dévoiler quelque chose. Il faut qu'il apprenne à se faire mal, Jaoui Cissé, et c'est pas forcément quelque chose. Je vous avais déjà dit, François, Jaoui est, à toute proportion gardée, il vit la saison qu'avait vécue Warren Zaïre-Emery la saison dernière, après une magnifique première saison. Il faut digérer tout ça. Il n'a pas eu de vacances, donc laissez-le digérer et vivement la saison prochaine, vous verrez, ça sera notre homme. On lui souhaite, en espérant que ce soit au Stade Rennais pour Jaoui Cissé, mais voilà, je pense quand même qu'il faut qu'il apprenne à aimer l'effort. Alors je dis ça, moi je suis un épicurien, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup se faire mal, je vais pas mentir, mais c'est un joueur de foot, hein. Il aime l'effort. Il aime l'effort vraiment. Pour le connaître, parce que je l'ai il aime l'effort, il a simplement besoin de sentir de l'amour autour de lui. Absolument, alors ça je suis d'accord avec vous, j'ai toujours entendu, j'en suis persuadé, il a besoin d'amour. Il y a quand même, c'est pas toujours le premier parti à la pif, quoi, de ce que je sais.
Donc, bon, je l'avais déjà dit ici, donc je ne dévoile rien, hein, mais voilà, il faut aussi. Et c'est pas qu'il est pas pro ou qu'il arrive en retard ou quoi que ce soit, je le redis parce qu'attention, on peut vite faire des interprétations quand je dis c'est le premier parti à la pive. Il a le droit de quitter le centre d'entraînement à une certaine heure, hein, il le fait. Mais voilà, il y en a qui font des soins, qui restent un peu plus, qui vont bosser. C'est pas toujours lui. Mais voilà, il est encore très jeune et on sait tout le talent qu'il a et la marge de progression qui est la sienne, certainement. Allez, on va jouer tout de suite dans le lundi, c'est Rosie, le quiz. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Vous allez jouer chacun pour votre pomme parce que Landry, vous auriez été seul face à deux. Vous êtes prêts à les prendre à deux ? Ouais, mais je suis pas brillant d'habitude, donc on va Alors, voir. Landry, vu le thème, je pense que vous pouvez peut-être les prendre à deux. Ouais. C'est la gambardella, le thème. Ah, ça va dépendre des questions alors. Bah non, mais faut que vous me disiez avant, est-ce que vous jouez solo ? Allez, vous le tentez ? c'est une nouvelle année, je tente. Très bien. Ce sera Landry Je repose Chauvin. sur toi. Ouais, bah, Landry ouais, pareil. Chauvin face à Mehdi Wahab et Jean-Christophe Delacroix. Vous allez pouvoir vous donner le nom de l'équipe, hein, évidemment, donc c'est pas vos noms, puisque Landry, vous pouvez juste dire Landry, hein, je vais pas vous demander de dire expert. Il est un Mais joueur les gars, Landry, c'est sûr. vous dites supporter. On verra. Il Si on a a la gagné, réponse. Landry, non J'ai grillé la question. Bon, rajoute-en une autre. On va peut-être en refaire une. Ah, Mais ils ont pas l'année peut-être. On verra. Bon, il faut que je réfléchisse un peu. Allez, première question. Elle ne concerne pas Landry Chauvin, celle-ci, quoique. Première question. Vrai ou faux, William Stanger est devenu la saison dernière le premier coach à remporter Vrai. la Gambardella comme entraîneur Landry, après vrai. l'avoir entraîné. C'est le 4e en. Bah non, mais en France. la question c'était est-ce que c'est le premier ? Vous avez dit vrai. Ah, pardon. Vous avez voulu être trop rapide. Ça mérite quand même un point. Non, 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 mais non, effectivement, non, vous non, avez non. raison, c'est le 4e. Mm. Ça mérite un. C'est Allez, le premier ça au mérite- Stade Rennais, mais c'est le 4e en Absolument. France. On va donner 1 point et 1,5 quand même, effectivement, parce qu'il a quand même Il nous le donne bon un nombre, 4e. Je vais vous donner les noms des autres. Alain Fiard, Eric Elie avec Sochaux et Joanne Radet avec OCR. Deuxième question, c'est une question de vitesse. Qui était l'entraîneur vainqueur de la Gambardella au Stade Rennais en 2003 Landry, c'est moi-même. Effectivement. Ça faisait 30 ans. C'est vrai. Il y avait 30 ans que le Stade Rennais ne l'avait pas gagné. Et la petite anecdote, c'est Vous avez une que belle équipe. Johan Kourcuff, qui était dans l'équipe, son papa l'avait gagné 30 ans avant. c'est Il va me niquer toutes mes questions. Pardon. Ça aussi, tu l'avais en question Non, je l'ai pas, mais j'ai failli l'écrire en plus cette question. Ça aurait été magnifique. Effectivement, vous aviez d'ailleurs William Stanger aussi dans cet effectif. Exactement, il était rentré. Romain Salin. Il était pas même sur pas la sur- il feuille. était pas sur la Non, feuille de non, match. non. Pourquoi, à votre avis, vous qui le connaissez un peu, JC Racontez-nous pourquoi Romain Salin était Romain pas sur Salin la n'était pas sur la feuille de match. Non, il était suspendu. Il était suspendu. Ah ouais, bah c'est tout lui ça. Alors, Il a réussi à se prendre un rouge en Alors, j'ai demi-finale. prendre un rouge. Non, c'est une accumulation de cartons jaunes et il était suspendu pour ce match-là. Ah, c'est ballot. c'est ballot. Mais bon, il y avait des bons gardiens. C'était Florent Chéniaud qui Florent gardait Chéniaud les- et Simon Poulain. il était même pas sur la feuille. Simon, il était blessé. Ah, Et vache, c'était la Grégory génération Douard. Parce que 14 sur 16 sont devenus pros, ont fait une carrière pro. C'est Et énorme. Greg Douard et Fabien Dugaz étaient les deux qui n'ont pas été pros. 14 sur 16, je pense qu'on se rend pas bien compte de ce que ça représente. C'est énorme sur une génération de joueurs formés au Stade Rennais. Troisième question, en 73, on en parlait tout à l'heure de cette victoire en 73, lors de la finale face à l'AS Brest. Là, les gars, ça vous parle, 1973 Bah, bien sûr. Quel consultant Canal+ était capitaine de la première équipe rennaise Landry. à remporter la Gambardella? Jean-Luc Landry. Haribard. Jean-Luc Haribard, Oh bien là sûr. là 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 là. Injouable, Vous saviez ça, injouable. les gars? Ouais, bah là, je pense qu'on est sur une déculottée. Hein. Je pense que le bâton de Bourbotte déjà repasse aux anciens joueurs, mais en plus, on va le laisser une semaine de plus, même si les supporters. Ah, mais t'as choisi le thème pour Landry, on a bien compris. hein. c'est vrai. Peut-être un petit peu. Et pour Emilien Wafflar qui aime bien aussi les thèmes formation, donc voilà. ça faisait beaucoup de victoires des supporters. J'avais envie de redonner un petit peu. On va faire quand même les deux dernières questions. Citez-moi 2 des 3 autres capitaines rennais lors des finales remportées en 2003, 2009 et 2025. Je veux 2 capitaines sur les 3. Alors Landry va en avoir forcément un, logiquement. Ouais, Landry, Jacques Fati. Non, c'est Ah pas, non, c'est pas Fati. J'allais dire. C'est vous qui l'avez vu, qui lui avez Ah donné ouais, le brassard. Putain, que j'avais mis à l'époque. Purée. Purée, pardon. C'était- Non, Schulden. c'était Sébastien Letou, le capitaine. Non, c'était Florent Chéniaud. Oh, Flo Chéniaud. Ah Flo oui, Chéniaud. c'était lui. C'était Flo Ah bah, je Chéniaud. m'en souvenais Vous plus. en du avez tout. Vous en avez Non. sur la suite. Bon, allez, on va donner les points Oh à là personne. là. En Misère. 2009, c'était Samuel Souprayen. Ah ouais. Et en 2025, c'était Kader Milité qui était le Oh là là, capitaine. Ah oui, Capitaine, de- 2025, Mais ouais, mince. on aurait dû l'avoir. Allez, dernière question, rapidement. En 2022, le Stade Rennais s'incline en demi-finale de Coupe Gambardella en alignant pourtant au coup d'envoi Jérémy Jacquet
Januel Bélocian, Leslie Hugo-Choukou, Djaoui Cissé, Désiré Doué ou encore Mathys Tel. Waouh. 6 joueurs, les 6 joueurs en question étaient titulaires. Et donc j'ai pas eu le temps de donner la question, mais c'est la bonne réponse de Landry Chauvin. Face à quel club? J'avais vu le match. C'était joué à Dornano et c'était Nico Sub, l'entraîneur de Caen. Absolument. Et avec un triplé de Norman Bassett pour qui joue aujourd'hui à Reims. Qui joue aujourd'hui à Reims pour les Normands qui s'étaient imposés au tir au but. Bravo Landry Chauvin, victoire écrasante. Il n'y avait pas match. Landry Chauvin, il n'y avait pas match. Allez, tout de suite un coup de gueule dans le lundi, c'est Rosy. Le coup de gueule de la semaine. Un voire 2 coups de gueule d'ailleurs. Je vais commencer par un coup de gueule très journaliste, quoi, très pro. Je sais que ça peut un peu embêter les gens parce que on peut avoir raison parfois être considéré comme des privilégiés. On a la chance de faire un métier de passion, de travailler dans des stades de foot. Beaucoup en rêveraient, mais on a bossé dans des conditions complètement inacceptables. Je le redis, samedi du côté du stade Pierre-Mauroy. Pour expliquer, les Dogs Virage Est, qui est le principal groupe ultra lillois, étaient sanctionnés, leur tribune était sanctionnée d'un huis clos pour usage de pyrotechnie. Moi, je le dis en plus à titre personnel, je suis pour les fumigènes, donc je n'aime pas les sanctions collectives. Qu'ils puissent être replacés ailleurs, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est qu'ils ont été replacés à côté de la tribune de presse. Jusque-là, ça peut arriver. Ça arrive à Nantes, par exemple, on l'a déjà vécu. Moi, je me suis déjà retrouvé avec la brigade Loire pas loin. Jamais eu de soucis, sauf que les Dogs Virage Est, en tout cas une certaine partie des supporters, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, ont passé 90 minutes à nous insulter avec des chants homophobes, avec des enceintes brandies vers nous, vers nos micros volontairement, des haut-parleurs qui faisaient des bruits de sirène pour nous empêcher de travailler correctement. Et le LOSC n'a rien fait pour empêcher ça. Il y avait des stadiers autour, mais rien à faire. Le club n'a rien fait, alors que ça a été signalé à la mi-temps. Donc j'en veux énormément au LOSC, à Olivier Létang. Il n'y a même pas eu un mot d'excuse de la part de quelqu'un de la com ou un attaché de presse du club à la fin du match pour, ne serait-ce que s'excuser des conditions quand même déplorables dans lesquelles on a travaillé. C'est la première fois que je travaille dans des conditions aussi détestables. Le deuxième coup de gueule, c'est pour Olivier Létang, multirécidiviste. C'est un très bon dirigeant, on le sait, il a plein de qualités. Le Stade Rennais lui doit beaucoup aussi, cette victoire en 2019 en Coupe de France, on s'en souvient. D'autres choses, il a structuré aussi le club, il a ramené pas mal de professionnalisme à l'intérieur du club, mais on n'en peut plus en fait de ces réactions complètement disproportionnées, dangereuse, menaçante, qui pose question quand même pour l'intégrité presque physique à terme des arbitres, en montrant des exemples comme celui d'Olivier Létang. Je profite pour me mettre aussi un peu dans le lot, parce que c'est vrai que j'ai reçu un mail d'un auditeur qui m'a dit oui, j'entends bien ce que vous dites, mais c'est vrai que vous aussi parfois à l'antenne vous êtes un peu dur avec les arbitres, et c'est vrai. Donc je m'en excuse, je vais essayer de faire mieux à l'avenir, mais il faut aussi savoir se remettre en question. Donc je vais essayer de faire mieux là-dessus. Mais bon, il a un exemple un peu plus important, je pense, à donner. Olivier Létang, qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que on a un petit peu parlé de tout ce qui s'est passé sur cette mi-temps, on a parlé des répercussions sportives notamment, ça avait sans doute aidé le Stade Rennais, un peu tirer une balle dans le pied des Lillois, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous leur trouvez des excuses à Olivier Létang, Bruno Genesio? Comment trouver une solution? Parce que ces incidents, Olivier Létang est particulièrement impliqué dans ces incidents-là, il y en a d'autres, se répètent quand même en lien. Landry, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut comprendre cette frustration? Il y a des enjeux, c'est le foot, on le connaît. Aujourd'hui, tous les présidents sont essentiellement des présidents salariés, donc bien évidemment, il y a des enjeux. Après, je crois qu'il faut prendre exemple sur ce qui se passe en Angleterre. Les boards ne sont jamais au bord des terrains ou dans les vestiaires, dans les couloirs de vestiaires. C'est vrai qu'on voit jamais ça en Angleterre. J'ai jamais vu Florentino Pérez, par exemple, dire quoi que ce soit. Il est dans sa tribune. Lui, il a Real Madrid TV pour faire le boulot pour lui, quand même. Mais quelque part, c'est pas lui, c'est pas le jour du match, quoi. Donc, je crois que quand on est dirigeant, et ça vaut aussi pour les clubs amateurs, j'en profite pour faire passer les messages, il faut savoir prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Et que je comprends par contre la frustration d'un Bruno Genesio, parce que tu prépares le match, c'est ton métier, tu sais que ta tête est en jeu pratiquement à chaque match. Je peux comprendre la frustration d'un coach qui vit pleinement le truc. Par contre, il faut que les dirigeants prennent un peu plus de hauteur. Ouais, de la hauteur. Comment vous le recevez, vous, de l'extérieur? Clubisme mis à part, parce que vous êtes invité comme supporter rennais, c'est vrai que forcément là on a le bourreau, là presque qui vient de se passer quand on est côté rennais, mais en essayant de sortir de ça, imaginons Arnaud Pouille faire la même chose. Comment vous le recevriez, ce moment-là? Tout à l'heure, dans l'extrait de conférence de presse, le coach Bay disait il faut protéger l'intégrité des acteurs du foot, et je pense qu'il faut aussi protéger la réputation du foot, parce que ce que vous décrivez en amateur, c'est aussi on répète des schémas qu'on voit à la télé.
Et c'est des choses qu'on met dans la tête des enfants. Enfin, c'est des attitudes aussi. Le fait que les enfants fêtent les buts comme Mbappé, ils vont aussi s'en prendre aux arbitres comme Olivier Létang, quoi. En fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Et les présidents, notamment, je suis d'accord sur le fait que pour un coach, ça peut être émotionnel. Mais qu'un président descende de tribune, vienne, s'en prenne aux gens, ça ne devrait pas être possible, ça ne devrait pas avoir lieu, mais il faudrait même se responsabiliser au-delà de ça, au-delà de son club, justement sortir du clubisme pour penser au foot en tant qu'institution, quoi. Puis il faudra travailler avec les arbitres de toute façon, parce que j'entends, il y a une petite musique, les supporters sur les réseaux qui disent voilà, en fait, dès que c'est notre club qui est concerné, on se plaint, mais en fait, il faudrait qu'on s'unisse contre les arbitres. Mais non, il faut travailler avec les arbitres. Non, mais c'est vrai, il y a des choses comme ça, on devrait tous se prendre main dans la main pour dire qu'ils sont tous nuls, mais en fait, on a besoin d'eux, on va devoir bosser avec eux. Donc, j'y sais ce que vous en pensez. Non, c'était ridicule. C'était ridicule. Il s'est rendu ridicule parce que on le connaît, Olivier Létang. Il a le droit d'être énervé. Il est président. Après, il est dans son rôle. Qu'il fasse une petite déclat en conférence de presse hors terrain, ok. Mais là, il descend. Il va dans la zone de jeu, quoi. Il va sur le triangle, quoi. C'est sur le rectangle plutôt. Il n'a pas à faire ça. Je pense qu'il s'est sabordé tout seul et ça a été contre-productif. Ah oui, je pense aussi. Ouais. Voilà. Il n'a pas tenu ses nerfs une fois de plus. Son acolyte Armand également. Il faisait style qui voulait séparer, mais il a rajouté une phrase derrière. Comme dit Landry, le coach à la rigueur, voilà, ils sont sur le terrain, ils sont dans le truc, et puis les arbitres les maintiennent à distance. Là, le président qui arrive, c'est ridicule et il faut qu'il soit sanctionné. J'espère qu'il va l'être. Il était en sursis un peu, donc. Oui, je pense il peut prendre l'heure. Il y a eu Longoria derrière. Il y a aussi eu les chants homophobes dont je parlais à l'encontre des journalistes sur lesquels les Lillois vont sans doute aussi prendre cher. Je leur souhaite. Enfin, j'aimerais bien. Hein. Ce qu'il faut à un moment, c'est aussi insupportable. Mais oui, il peut. Il y a eu Longoria l'année dernière. Ouais, absolument. Benassia qui avait pris aussi. Il faut les sanctionner parce que sinon, il faut qu'il y ait un exemple. Quoi. Est-ce qu'il faut que l'ère de jeu, c'est ce que nous a dit Habib Beye après le match, donc ce qui fait partie du vestiaire, les couloirs, justement, là où on a vu cette scène d'embrouille entre Olivier Létang et Eric Vatelier, est-ce qu'elle doit être réservée aux acteurs de jeu? Habib Beye disait après le match, on ne devrait pas y voir un seul dirigeant, c'est staff, joueurs seulement, cette zone-là, et on ne devrait pas y voir les présidents. Je pense, j'ai une anecdote. Quand j'étais à la DTN, on est passé une semaine à Strasbourg et c'était Patrick Vieira qui était le coach et on lui demandait c'était quoi la différence entre ce qu'il avait vécu en Angleterre et ce qu'il vivait en France. Il dit la grosse différence, c'est le président, il est là tous les jours. D'accord. Voilà, on a tout dit quand on dit ça. Parce qu'ils c'est des boards un peu lointains. Exactement. Mais... Il vient juste se saluer avant le match. Puis voilà. Par contre, ils ont des comptes à rendre à un moment donné, mais ça s'arrête là. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais faire un parallèle, car Rennes, on a rarement ça quand même. Historiquement, on n'est pas un club qui a des histoires de plaintes contre l'arbitrage et tout. Pourquoi ? Parce qu'on a un board et un actionnaire aussi qui est lointain et qui déteste ces images-là. Landry, vous avez été un employé de M. Pinot, je pense que vous le savez. Il n'aime pas ça, il n'aime pas que ce club donne une mauvaise image dans ce cas-là. Quoi. Non, mais moi je trouve que c'est hyper important. Oui, bien sûr. Hyper important. Très bien. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Il n'était pas comme ça les temps quand il était à Rennes. Mais parce qu'il y avait M. Pinot là-haut qui lui disait mon gars, t'as pas intérêt à faire ça, justement, je pense, vraiment. Une question d'image et ça tient beaucoup à cœur à notre actionnaire. Voilà pour ce débat arbitrage et on espère que ça va se résoudre. Il va falloir trouver en tout cas des solutions. Parce que les sanctions, ça marche. Quand on parle des Mon confrère Guillaume Lenné de West France a écrit dans West France, il veut des retraits de points pour le LOSC. Parce qu'il a menacé de ne pas revenir pour la deuxième mi-temps, M. Létang. Il était là, on reviendra pas, c'est ce qu'il disait. Je veux dire, à ce moment-là, très bien. Si tu étais prêt à faire le tapis vert, barre-toi. Voilà, c'est ça. Les points. Retrait de points, ça peut être dur pour les joueurs, en fait. Moi, là où j'ai du mal, c'est que je me mets à la place des joueurs qui n'ont rien fait. Et c'est eux, finalement, qui sont sanctionnés. C'est leur saison. Alors, le club entier est sanctionné, mais je trouve que pour les joueurs, c'est dur, le retrait de points. Après, sanction financière, ça ne marchera pas, quoi. Faut voir, en NBA, ils mettent des sanctions très très lourdes. Énormes, c'est des énormes sanctions parce que les joueurs sont payés une blinde. Et à un moment, quand vous tapez au portefeuille et que vous tapez lourd, ça peut marcher. Allez, on va rapidement se projeter sur le gros week-end qui arrive pour le Stade Rennais. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosy. Vu le temps qui reste, je vais surtout citer les matchs qui attendent les différentes équipes du Stade Rennais parce qu'elles sont nombreuses à être engagées. Le Stade Rennais, évidemment, les pros, les garçons en Coupe de France, 16e de finale face à l'US Chantilly. Ce sera à Beauvais à 18h dimanche au stade de Pierre Brisson. C'est un stade, alors déjà, une bonne nouvelle, c'est pas la pelouse de district, c'est une hybride, c'est un stade quand même de 10 000 places. Enfin voilà, ça pourra jouer au foot.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je redoutais un petit peu ça. C'est toujours un peu le piège quand on est pro dans ces matchs face au club amateur, hein, Landry, de se retrouver sur un petit peu un champ de patates. Je sais de quoi il en est. Hein. Vous a avez été éliminé par la TA de Rennes Ah, mais oui quand j'étais entraîneur de Nantes au Vélodrome. Mais vous savez que je suis très ami avec Renaud Drelin, Landry, que Ouais, vous ouais, connaissez ouais, très bien. ouais, et ouais, que que j'avais emmené à Nantes embauché après. Exactement. Qui était le Il y a défenseur eu qui un a match marqué de Wiltord. rugby quelques là, semaines avant. Et là, c'était un champ de patates. Mais après, les conditions sont les mêmes pour les deux équipes. Donc voilà. Oui, mais c'est plus facile pour Renaud Drelin de jouer sur ces conditions-là que pour Sylvain Wiltord. Je chambre Renaud que vous avez eu aussi à Laval, c'est ça après que vous l'avez eu? Non. Vous l'avez embauché où? Non, à Nantes. Oui. Il est arrivé à Nantes après. Ah oui, effectivement. À la formation. Voilà pour les garçons. Les filles, elles vont recevoir à la Piverdière aussi en Coupe de France Fleury, équipe de première division. C'est historique pour cette jeune section féminine du Stade Rennais. Ce sera sur le terrain Kamavinga. On leur souhaite le meilleur. Ça risque de pas être simple. Il y a pas mal d'écarts, mais franchement, elles nous ont déjà surpris depuis le début de cette compétition. On a aussi les garçons en Gambardella, coupe remportée, on l'a dit, par Landry Chauvin en 2003, qui vont à Châteauroux. William Stanger, ça va pas être simple. Châteauroux, c'est un bon centre de formation. Parce que là, je sais pas si je vois sur quel terrain ils vont jouer. Le terrain va être extrêmement compliqué. Ah ouais, là, c'est un vieux synthétique là. C'est soit le champ de patate ou le vieux synthétique, donc c'est pas évident. Et puis la question qu'on va se poser à chaque tour maintenant, comme on se l'est posé un petit peu l'année dernière pour Kader Milité, c'est est-ce qu'il aura Elias Lejean de Quignonès, William Stanger chaque week-end. On peut imaginer maintenant, il est quand même dans le groupe pro en permanence, il est encore rentré ce week-end, que les pros passent avant. Donc voilà. Est-ce que le leader offensif de cette génération sera à disposition de la Gambardella? C'est pas certain, mais bon, il y a des bons joueurs dans cette compétition. Et puis pour terminer, la coupe Nike féminine, c'est la Gambardella des filles. Et nos Rennaises vont jouer Quevilly. Voilà, ça fait un beau week-end de foot pour. Quevilly, c'est pas des bons souvenirs. C'est pas un bon souvenir, ouais. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est deux mauvais souvenirs en plus. Ouais, en Coupe de France. Ouais. C'est deux mauvais souvenirs en Coupe de France. Bon, on parlera pas de mercato. Voilà, juste vous dire, mais Habibé en a déjà parlé, que le profil recherché. Landry, allez, je vous laisse un mot parce que vous pensez qu'il faut pas recruter au mercato d'hiver. Enfin, en tout cas, vous voyez pas forcément l'utilité d'aller chercher quelqu'un. Non, alors après, je suis pas dans le secret des dieux, mais je trouve qu'aujourd'hui l'équipe est bien équilibrée et que on ressent une certaine osmose entre les joueurs et que c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout comme ça. Je penche un peu de votre côté. J'hésite un jour l'un, un jour l'autre, mais je penche un petit peu côté Landry aussi. Les gars, faut recruter, faut pas recruter très rapidement. Parce que faut garder nos jeunes. S'il n'y a pas de départ, pas besoin de recruter. Ok, d'accord. Et ben voilà. Vous n'êtes pas des addicts du mercato, parce qu'il y a des gens en fait, ils veulent absolument recruter pour recruter parce qu'ils sont addicts au mercato. Ah, quand t'es pas bien, faut recruter, mais. T'es bien. À Nantes, ils ont recruté beaucoup là. Ouais. Ils viennent de gagner à Marseille. C'est vrai. C'est pas le meilleur week-end pour les Chambrés, mais ça reviendra dans la saison, hein, vous inquiétez pas. 9 contre 11 quand même. Bon, merci les gars, merci d'avoir affronté la neige, hein. Merci JC de vous être rendu disponible. Merci beaucoup Mehdi. Merci. Et merci Landry Chauvin. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et je vous souhaite de retrouver un club bientôt. Vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas parler de ce qui se passe, mais vous êtes, juste le dire, vous êtes toujours en recherche de projet. Exactement. Ouais. Allez, ça va venir, je sens que ça va venir bientôt. Merci Landry, merci JC, merci Mehdi, bonne semaine à tous. On se retrouve dans une semaine pour le lundi C'est Rose.